Bonsoir à tous, bienvenue sur le stand Rhône FM, le Nouvelliste, ici à la Forêt du Valais, où vient d'être présentée la cuvée Rhône FM, l'un des 40 événements en lien avec l'anniversaire de votre radio. Une cuvée Rhône FM, comment s'est-elle créée? Qui a travaillé? Comment? Retour en images sur ces derniers mois. Bienvenue à Corin pour cette première opération ce 21 mars de la cuvée Rhône FM. Nous sommes ici donc à Corin, dans une vigne de Pinot, une vigne qui va nous permettre de réaliser avec une partie de l'équipe de votre radio cette première cuvée Rhône FM du Pinot Noir Barrique. On espère qu'il y en aura, ça va dépendre de nous. Alors au travail, mais on a de la chance, on est accompagné d'un maître en la matière. Bonjour l'équipe. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la taille. Donc c'est la première opération de l'année pour la vigne. On a toujours ce qu'on appelle la taille et le fruit. Donc c'est les deux sarments qu'on a sélectionnés l'année passée au moment de la taille et après à l'ébourgeonnement. Donc c'est toujours enlever le fruit, celui qui est en haut. Et après on va laisser deux yeux, la taille et le fruit pour l'année prochaine. Et on va tailler là. Essayez toujours d'avoir des tailles propres et précises. Ça dépend surtout du matériel. Ici, je coupé ici, tu vois. Ouais, Bam. super. Là, et ensuite ici. Non. Et en dessous. Voilà. Ouais, Parfait. ici. Donc, 1, 2, ici, tic-tac, bim-bam, yeah. Voilà, allez, ça roule. Alors là, c'est vraiment la première étape de l'année pour le vigneron. C'est la taille de la vigne qui consiste à sélectionner les bourgeons qu'on va garder après pour la saison. On aura à peu près à disposition 1000 m² de vigne, à peu près 750 bouteilles pour les 1000 mètres. 1, 2, tic-tac, on enlève ici. Mais t'as pas fait ça toute ta vie? Non, mais c'est assez facile en fait. Oui. Prochaine étape, ce sera, pour la vigne, c'est le débourrement. C'est quand ça va commencer les yeux à éclore et les bourgeons qui vont commencer à pousser. Et puis pour le vigneron, ce sera le travail de l'ébourgeonnement qui consistera à sélectionner les bourgeons qui vont nous intéresser pour l'année. Donc l'ébourgeonnement, c'est le deuxième travail de l'année. Joël, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Est-ce que ça fatigue? Est-ce qu'on se salit les mains? Alors bien sûr qu'on va mettre les mains dans les feuilles. Alors je suis pas là. On va se retrouver sur un cep comme ça avec 6 bourgeons. Alors que là, on en a une bonne vingtaine, 15-20. Ça fait déjà un travail de enlever de la vendange, de la récolte, favoriser effectivement la pousse de 6 bourgeons. Sinon, ce serait trop fouillis. Donc là, on va avoir 6 bourgeons. Et là, on a vraiment toujours les deux yeux. On peut partir du sommet de la corne et descendre d'eux. Et on aura les deux yeux qu'on va garder. Les deux bourgeons qu'on va garder. Il y a beaucoup de vigueur, c'est des cèpes qui ont, je pense, une cinquantaine d'années, 40 ans, donc c'est pas comme une jeune vigne où ça pousse difficilement au début. Là, il y a vraiment le système racinaire qui est en place. Les bourgeonnements, on ne décide plus grand-chose. On prend vraiment les deux yeux que le tailleur a choisi. Donc celui d'en haut et celui d'en bas. Si vraiment c'est quelqu'un qui a taillé, qui est un petit peu moyen, quelqu'un qui bourgeonne bien peut rattraper. Il y a deux bourgeons qui n'ont pas poussé sur le même œil. Alors aujourd'hui, on est le 13 juin, donc c'est vraiment pour le vigneron une période très très chaude, très importante. C'est la période où vraiment le vigneron a le plus de travail, contrairement peut-être à l'idée reçue que ce sont pendant la période des vendanges que le vigneron a le plus de travail. C'est vraiment l'été, où là on a tout d'abord le palissage, donc ça veut dire c'est suivre les sarments dans les fils. Après on a le système gobelet où là on met des fers, on croche la vigne.
Et puis après, on a effectivement l'effeuillage, hein, donc qui consiste à enlever les entrejets, les entre-nœuds. Donc ça veut dire entre le rameau et la feuille, on a ce qu'on appelle un entrejet. C'est ce qu'on va faire, on va ôter de manière à dégager la zone des grappes. On a aussi le l'essimage, hein, donc qui consiste à couper les pointes. La hauteur, c'est pratiquement entre les deux fils, hein. Avant, c'est vrai qu'on effeuillait pratiquement jusqu'au sommet, hein. C'est vraiment comme pour les tomates, hein, on a vraiment ces entrejets qui poussent entre le rameau et la feuille. Donc ça consiste à les ôter, hein, comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'on dégage vraiment le raisin, de manière à ce qu'il puisse recevoir du produit, du soleil, mais surtout du produit pour les traitements phyto, donc pour protéger la baie de raisin. Ouais. Ça, c'est un monstre entrejet, on est d'accord. Oui, ici, hein. oui. Ah, Celui-là, il est venu grand parce qu'il a, si tu veux, le rameau, il a été cassé. C'était la nouvelle version du rat des champs et des rats des villes, les animateurs des villes aux travaux de la vigne. On a donc fait de l'effeuillage, on a aussi coupé quelques têtes, bref, les petits travaux de l'été. Prochaine étape, les vendanges en verre. Coupé ? Alors aujourd'hui, on va venir faire ce qu'on appelle maintenant les vendanges en verre. C'est couper des raisins par terre, ça permet justement de faire de la qualité. Il y a 3 raisons pour qu'on pratique les vendanges en verre, hein. Donc la première, c'est une raison de surcharge pour le cep. Donc c'est des raisins qui ne seraient pas capables de mûrir parce qu'il y a trop de charge sur le cep. La deuxième chose pourquoi on pratique les vendanges en verre, c'est pour l'homogénéisation de la récolte, pour qu'on évite d'avoir un cep qui a 8-10 raisins, puis le raisin d'à côté 6 grappes, et puis donc la maturation qui ne sera pas en même temps. Et la troisième, c'est plutôt pour la qualité du vin. Et là, c'est sûr que de produire 500-600 grammes au mètre carré, ou bien 1,5 kg, la qualité, elle va être très très différente. Là, on voit surtout que sur ce rameau, hein, il y a 2 grappes. Okay. Donc on va déjà enlever une des 2. Ça, c'est déjà la première des choses. On a dans certains cépages, on voit la grappe de raisin comme ça, avec des épaules. Ça, c'est une épaule qui est des fois très très grande, l'épaule. On voit qu'elle est presque autant grande que la grappe. Alors, dans certains cépages, on enlève aussi l'épaule. Ce qu'on peut faire d'abord, vraiment, les novices ou les gens qui ont moins d'expérience ou d'habitude, ils font ce qu'on appelle des comptages. Donc, on va prendre 10 cèpes. Je prends 1, 2, 3... Je compte les grappes qu'il y a sur les 10 cèpes. Après, je pèse 5 grappes échantillons. Et ça va me donner le poids de la grappe. En pesant la grappe, on a déjà une bonne idée. Mais comme ça, d'expérience, je dirais que c'est une grappe qui fait à peu près 150 grammes. Donc là, sur ce cèpe-là, on se retrouve avec 6 grappes. Maintenant, pour moi, là, je pourrais imaginer justement couper ces 2 épaules. Parce que là, on a vraiment des grappes qui sont peut-être à 180. Donc ce cèpe-là, selon moi, maintenant on est à 800-850 grammes au mètre. C'est un travail qui est assez compliqué. Et des fois, moi, à la fin, quand j'arrive au moment des vendanges, je me dis, mais zut, j'ai presque trop coupé. Mais je le fais aussi comme je le sens, avec le feeling et l'expérience. Et puis souvent, je me dis, non, mais si j'ai coupé comme ça, c'est que je devais couper comme ça. Là, on a 3 grappes qui se touchent toutes. On enlève celle-là. Et puis ça se touche plus. Suffit. Et puis là, vraiment, on évite beaucoup de risques de pourriture de faire ce travail-là. Quand ça commence la véraison, on rajoute 40 jours et c'est les vendanges. Là, on a avancé la date des vendanges, je pense, d'1 semaine en faisant ce travail. Mais c'est clair que la météo, la charge, tout ça font que ça se fait plus ou moins. Tu vois, tout d'un coup, c'est clair que maintenant, tu peux avoir un vilain mois d'août et puis tu vas vendanger le 10 octobre. Et tu remarques quand même l'hyperactif de la vigne. Hein.
Parce qu'il te parle, il voit un truc qui va pas. Mais tu peux pas rester là quand tu vois quelque chose qui va pas, tu vois. Alors voilà, maintenant rendez-vous pour la prochaine étape qui seront les vendanges et j'espère que toute l'équipe de Rhône FM seront là pour participer à ce magnifique travail qu'est les vendanges. Normalement oui, mais moi je te prends ici un bout. Comme ça tu me rattrapes. Ah, alors on fait vraiment des deux côtés, quoi. Non, d'un côté. Oui, mais... Alors, comment ça s'appelle? Il faut... C'est joli en tout cas. Hein. Ah. Ouais. Il y a un petit collier, je pense que ça doit être poussé. Bah, peut-être là, voilà, juste ici. Ah, ça va pas. Et hop, on jette. Waouh! La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déverser notre vendange dans les grappeuses. On va séparer les baies des rafles. On fait un premier contrôle sanitaire, voir si la vendange est belle. Et puis là, en l'occurrence, elle est magnifique. Alors ouais, c'est vraiment le marc avec le liquide, hein? C'est maintenant le moment fatidique. « 97 degrés. 97? L'équipe de Rhône FM ici sont taqués. Alors là, c'est vrai que pour un Pinot Noir, on cherche entre 95 et 100 degrés Huxley. Là, on est sur une situation parfaite. On a 97 degrés Huxley. Donc, l'œnologue, il peut que être content avec ça. Maintenant, il va se faire un contrôle d'acidité et de pH. Mais normalement, cette année, il ne devrait pas trop avoir de problème, surtout les Pinots Noirs. 97 Huxley. Ça veut dire que c'est pas. Alors la prochaine étape, on va suivre la fermentation alcoolique. Une fois que cette fermentation a été faite, la vendange va être mise dans le pressoir et on va séparer le vin de sa masse solide, c'est-à-dire des pépins et de la pellicule. Nous voici maintenant à la cave La Romaine, dans le Chai à barriques, bien connu. On va déguster le vin pour voir s'il est prêt. Nous sommes en compagnie de Vincent. Vincent Tenu, que vous connaissez maintenant, puisque c'est lui qui a bichonné la cuvée Rhône FM. Vincent, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors on va le déguster, donc on l'a suivi pendant tout l'élevage de ces 9 mois. Et puis là, dernièrement, on l'a dégusté avec Joël et on l'a trouvé très intéressant, voire très prometteur. Par contre, on est en train de songer à peut-être le sortir du fût de chêne, parce qu'on pense que son passage en fût a suffisamment été long et le vin est prêt à être sorti du fût et assemblé. C'est-à-dire qu'on a toujours notre fût de 500 litres et ce fût de 125 litres qu'on va assembler en cuve inox. Qu'est-ce qu'on risque si on le laisse trop longtemps? Alors moi, j'ai un petit peu peur que le vin prenne un petit peu trop d'oxygène. Donc ils portent un petit peu sur l'oxydation. Et puis l'autre phénomène, c'est qu'ils prennent peut-être un petit peu des notes boisées, malgré qu'on est sur un fût qui a déjà eu 2 vins.
J'ai un petit peu peur de ça, donc je pense qu'actuellement, il risque vraiment d'être harmonieux avec le vin et d'avoir un chouette équilibre. On essaye? On essaye. Il a un nez incroyable. Le nez, il est assez chouette. C'est vrai qu'il nous a plu pendant toute la vinification, tout l'élevage. Alors, on a une couleur qui est aussi sympathique pour un pinot noir. Hein. Le nez est incroyable. Ah, moi, je suis fan déjà. Ouais, et puis on a ces notes de fruits qui sont vraiment restées et le bois n'a pas pris le dessus. Et je pense que de le sortir maintenant, ce serait vraiment bien. J'ai peur qu'il prenne un petit peu trop le boisé aussi. Moi, je le trouve incroyable. Oui, c'est pas le même style de dégustation là. Hein. On sent professionnel. Il est vraiment bon. Ouais, alors ça. Écoute, moi si j'avais dû faire un vin pour moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait ça. Ouais, j'aurais fait ça. Ouais, ça on va l'assembler avec la barrique qui est plus grande, donc le côté boisé assez prononcé sur cette barrique va être atténué. Oui, alors c'était un petit peu l'idée qu'on avait, c'était de chercher dans ce barrique de 500 litres d'avoir ces notes un petit peu moins boisées. Et je pense que l'assemblage va vraiment être top. Ouais. Bon, maintenant prochaine étape, donc on en fait quoi? On va le mettre en bouteille immédiatement? Maintenant qu'on est un petit peu tous d'accord de la sortir, je pense que l'idée c'est d'assembler. On va sortir du fût courant de la semaine. On va laisser assembler 2-3 semaines en cuve inox. Une fois que ça a été assemblé, on va contrôler les analyses, on va faire une préfiltration et après ce préfiltration-là, on va pouvoir mettre en bouteille. Il faudra attendre combien de temps avant de le boire? On peut le boire. C'est sûr que de le brasser un petit peu, c'est-à-dire de le sortir des fûts de chêne, de faire la mise en bouteille, le vin il va être un petit peu secoué et c'est vrai que si on peut le garder 4-5 mois avant de le consommer, ce sera vraiment intéressant. Et puis, se garder combien de temps? Alors là, je pense qu'on peut être sur 4-6 ans sans problème. Ouais. Après, j'irai pas au-delà dans le discours, même si je pense qu'il va pouvoir se garder peut-être plus longtemps. Mais c'est vrai que sur les pinots noirs, si on a un pinot noir qui garde 4-6 ans, ça peut vraiment être top. Merci Vincent pour cette dégustation. Je vais revérifier si c'est bon, parce que pour être sûr, peut-être même plusieurs fois. Puis nous, par la magie de la vidéo, on va se retrouver à la prochaine étape. Voilà, c'est le jour J, le jour tant attendu, celui où l'on va enfin découvrir l'intégralité de la bouteille de la cuvée Rhône FM ici à la cave La Romaine. Pour en savoir plus, après dégustation, voici la mise en bouteille, on en parle avec Vincent Ténu qui est accompagné d'une partie de l'équipe de Rhône FM. Suivez-moi, c'est par là. La mise à niveau. Donc on met en route. Ça fait les deux en même temps. Ouais. Bah là, tout simplement, on a Martine qui est en train de mettre les bouteilles sur la tireuse. Donc les bouteilles sont embarquées par la tireuse qui a 12 becs. Puis une fois qu'elles sont à la sortie de la tireuse, elles vont passer par la mise à niveau, c'est-à-dire le niveau du vin par rapport au bouchon. Sortie de la mise à niveau, on a le bouchonnage en liège. Après, les bouteilles sont guidées sur la deuxième machine qui est l'étiqueteuse. Avant l'étiquetage, on a le surbouchage. Donc le surbouchage, c'est-à-dire qu'il va être soufflé sur le col de la bouteille. Une fois que le surbouchage est posé, on a la lisseuse qui va lisser ce surbouchage. À la sortie du surbouchage, on va partir sur l'étiqueteuse, où là on a étiquette et contre-étiquette. À la fin, à la sortie, on a deux personnes qui sont en train de mettre les bouteilles dans le carton. Avant de les mettre dans le carton, ils vont contrôler s'il n'y a pas de taches, s'ils ne sont pas déchirés. Et puis une fois que le carton est rempli, il passe sur la palette. Et une fois que la palette elle est prête, elle va partir au dépôt principal et il ne nous restera plus qu'à livrer et que les clients aient du plaisir à déguster ce cuvée Rhône FM. Ça va très très vite. Nickel.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette belle aventure de la cuvée Rhône FM. Un grand merci à toutes les équipes qui ont participé à cette réalisation. Une pensée toute particulière à Joël Briguet et toute son équipe de la cave La Romaine. Merci à tout le personnel de Rhône FM qui a collaboré à la réalisation de cette cuvée Rhône FM. Le meilleur maintenant est à venir, à savoir la savourer. Santé!